Ce texte va être un défi à vous résumer très rapidement parce que c'est un texte réticulaire et j'ai pris le parti pris de vous lire un court extrait aux pages 183-184 puisque c'est à ce moment-là, donc un personnage qui est un personnage fictionnel explique que l'art aujourd'hui, donc au XXIe siècle, doit être rhizome. Et il se réfère à la fameuse introduction de 1000 plateaux par Gilles Deleuze, et il explique, c'est l'image qu'utilise donc ce philosophe français, Gilles Deleuze, pour symboliser une structure qui se développe librement, qui ne fait ni monter ni descendre, le contraire d'un arbre, d'une pyramide, ou de toutes les structures binaires qui nous infectent. Le rhizome est la figure la plus libre qui soit, qui fleurit et pousse selon son seul désir. Donc c'est une figure qui n'a pas de centre, qui est une efflorescence sauvage. Et cette structure en rhizome devrait être le fondement du récit contemporain. Donc c'est le fondement du récit contemporain, l'art doit être rhizome, nous dit Pierre Ducrozet, et c'est l'image même de ce récit libre, moderne et fou, je cite, qui procède par mouvement et qui articule, à proprement parler, deux grandes, je ne vais pas dire thématiques, deux grands sujets, Internet et le transhumanisme, raison pour laquelle il a paru tout particulièrement judicieux d'inviter Pierre aujourd'hui. Donc pour situer les choses, tout commence en 2014, dans la nuit du 26 septembre 2014, Alvaro, qui est un jeune Mexicain, qui est informaticien, qui est hacker à ses heures, prof par ailleurs, accompagne des étudiants qui se rendent en bus à Mexico pour manifester. Le bus est attaqué et 43 étudiants vont disparaître, sans doute massacrés. Alvaro échappe, lui, au massacre, qui est un fait réel, un fait avéré. Alvaro est, lui, un personnage fictionnel, c'est par lui que l'on entre dans la fiction et que l'on va découvrir une partie du monde, puisqu'en prenant la fuite, il va passer la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et là, se retrouver au Cube, qui est un lieu d'expérimentation biotechnologique qui a été pensé par un personnage qui s'appelle Parker Ives, un apprenti sorcier qui rêve d'immortalité. Ce tycoon des nouvelles technologies a engagé Adèle, qui est une biologiste française, pour mener des recherches sur les cellules souches, et Alvaro va devenir cobaye dans le Cube, ce lieu hors des lois. Donc c'est un des fils du roman que je résume à très très grands traits et je te prie de m'en excuser. Donc roman autour de deux ensembles principaux, Internet, le transhumanisme. Et ce qui articule ces deux ensembles, c'est une réflexion sur le corps et sur ce que tu appelles un espace sans limite. Et c'est dans cet espace sans limite que s'invente le XXIe siècle et donc le récit contemporain en rhizome. Alors, peut-être pourrions-nous commencer par le titre de ce texte, par l'invention des corps. En quoi, pour toi, le corps est le centre non seulement irradiant du livre, mais ce par quoi s'écrit l'histoire avec un petit h, la fabula, et l'histoire avec un grand H au XXe et au XXIe siècle. Vaste question. Bon, bonjour à tous, ravi d'être là. Merci beaucoup Christine pour cette présentation et ce très bon résumé. Et merci pour l'invitation à ce colloque. Alors oui, le corps, on se retrouve face à la matière du XXe siècle pour essayer de faire un roman. Et par quelle porte rentrer? J'ai choisi le corps et le réseau, c'est-à-dire la même chose. En partant du principe que le réseau est un corps articulé et que les deux fonctionnaient de la même manière, c'est-à-dire de manière acentrée, de manière connectée entre différents points, de manière organique et en même temps membre par membre. Enfin, la comparaison vaut pour les deux choses. Donc, je suis rentré par cette porte-là, également parce que c'est ma manière d'aborder la littérature, de rentrer par les corps,
les corps des personnages, l'attention aux mouvements, aux gestes, aux attitudes, au corps, et de transmettre les émotions, la psychologie des personnages par les corps et par ce qu'on pourrait appeler une approche behavioriste, quoi, disons, d'observation précise des corps. Donc, c'est déjà une attitude littéraire, disons, une éthique littéraire que je pratique. Et cette fois, je me suis dit, voilà, je vais être encore plus radical et je vais m'attacher à vraiment l'histoire des corps. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un corps en 1919? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un corps en 2019? Et en quoi ce siècle a tout changé? Et en quoi ce 21e siècle qui s'annonce, qu'est-ce qui s'y joue? Donc le corps politique, tous les enjeux politiques autour du corps, donc du transhumanisme jusqu'aux biohackers, jusqu'aux violences du Mexique, enfin toute une suite comme ça de transformations autour du corps. Qu'est-ce qui se joue autour d'Internet, qui est aussi donc un corps, comme je disais, et qui est un objet politique essentiel, et tout ça éclairé par le XXe siècle. En fait, il y a un passage central du livre qui est le XXe siècle, en 50 pages, disons, qui irradie sur tout le reste du livre, qui, lui, se passe au début du XXIe, et qui nous explique, voilà, pourquoi on en est là. En fait, je me demandais, moi, je vis dans ce début du XXIe siècle, et pourquoi j'ai ce corps-là? Vous savez, tout ce dont on hérite sans le savoir, des gestes, des attitudes, des siècles d'oppression, des siècles de libération, des siècles, voilà, et tout ce qui est en nous sans qu'on le sache. Et ça, la littérature peut peut-être faire ça, parce qu'elle s'attache à ça, elle s'attache au corps des personnages. Et donc elle peut peut-être, à travers ces corps d'Alvaro, de Lynn, de mes personnages, voir ce qui s'y est joué sans qu'eux-mêmes le sachent vraiment. Donc voilà, donc 5 personnages principaux, pour aller vite, qui ont 5 manières d'habiter leur corps, et le titre de l'inventer, le réinventer, le sculpter ou le subir. En fait, je me suis attaché à ça. Ces 5 manières, ce sont 3 très jeunes, un d'une 40-50 ans et un qui serait plutôt la figure tutélaire des autres, qui lui a traversé le XXe siècle. Et comment ces 5 personnes qui ont a priori un conflit d'un ordre quel qu'il soit avec leur corps, parce que sinon c'est pas intéressant, et comment ils se débrouillent avec cette chose qui soit les encombre, soit les lance vers, soit les oppresse, opprime, etc. Voilà, ils ont chacun une problématique distincte qui est peut-être révélatrice d'un des aspects du corps contemporain. Et ce que tu montres aussi, c'est le paradoxe de notre époque, qui est de penser Internet comme une pure dématérialisation, comme le virtuel, etc. Or, toi, tu écris, c'est de la pure matière. Et peut-être que ce qui articule donc le réseau Internet et les expérimentations du transhumanisme dans le roman, c'est cette question d'une révolution en cours qui est celle de l'homme et qui passe à la fois par le transhumanisme et par Internet, puisque tu l'écris, Internet ne modifie pas la communication, Internet modifie l'homme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est sans doute un paradoxe, mais un paradoxe apparent pour toi? Oui, on parle toujours de monde virtuel, monde réel, ça n'a aucun sens, enfin, je crois, c'est une seule et même chose. Et ce qui nous paraît le plus virtuel en réalité c'est de la pure matière. Internet, c'est des câbles, c'est des machines, c'est des câbles qui traversent le monde, c'est des big data, enfin c'est des data center. Bref, c'est de la matière, et le corps effectivement est aussi virtuel que la machine. Donc voilà, le livre essaye de participer à ce en étant incarné dans des scènes, dans des actes, dans des personnages, de montrer que bien sûr tout ça est on peut plus réel, et surtout un objet de lutte. Internet, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que c'est, si on regarde bien, l'objet dans lequel se joue, s'affrontent les grandes puissances, s'affrontent les grandes idéologies. C'est vraiment un objet de lutte sociale, politique, économique qui est passionnant. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse. Et ça m'intéresse, mais on en parlera peut-être plus tard, comme forme littéraire. Mais oui, ta question. Je marche aussi comme le réseau. Oui, c'était sur l'idée que Internet, c'est ce que tu écris, hein, enfin c'est un de tes personnages, Internet ne modifie pas la communication, Internet modifie l'homme. Il me semble, enfin je vais peut-être préciser un peu parce que là c'est compliqué, que le lien aussi entre le transhumanisme et Internet, en tout cas c'est aussi ce qui fait le lien
narratif entre les deux domaines, c'est le fait que les grands possesseurs que ce soit de réseaux, enfin, ceux qui ont fait fortune grâce au net, se sont tournés vers le transhumanisme. Et tu montres le lien entre ces grandes entreprises du web et qui sont des machines à broyer, qui sont des machines à contrôler, qui sont des machines à classer. Donc leur lien économique, politique, systémique presque, enfin ce lien entre biotechnologie et néolibéralisme ou libertarisme d'ailleurs, ils utilisent l'argent de l'un pour travailler sur nos corps. Oui, on peut peut-être partir de ça, effectivement. Ouais. Il y a eu une bascule intéressante à un moment donné dans l'histoire d'Internet, où c'est le moment où Google cesse d'être simplement Google, un moteur de recherche, mais devient avant tout une entreprise où l'on fabrique un nouveau corps, en fait, où l'essentiel du temps, de l'activité, enfin une grande partie, est dédié aux pharmaceutiques, est dédié au cerveau, est dédié à voilà, et où cette bascule-là en fait de l'objet Internet jusqu'au corps devient évidente. Et le grand objectif de Sergey Brin, par exemple, qui est le co-fondateur de Google, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout le cerveau, c'est surtout l'intelligence artificielle, c'est surtout le corps. Et c'est surtout, moi, ce qui m'intéressait aussi comme matière romanesque, c'est cette quête d'un homme augmenté, d'un homme amélioré, pour repousser les limites jusqu'à, si possible, l'immortalité. Alors ça m'intéressait beaucoup, comme matière romanesque, mais aussi comme sujet, parce qu'on arrive là, effectivement, à une sorte de peut-être même de queue de serpent de l'humanisme pour relier avec le sujet d'aujourd'hui, avec la modernité, on arrive à une sorte de, pour le dire succinctement et de manière rapide, l'hyper-capitalisme arrive à un moment où l'individu est tellement roi, où il n'y a plus de limites pour ces quelques personnes-là qui ont absolument tous les moyens économiques, sociopolitiques, etc. Quelle est la dernière limite, quelle est la dernière frontière, la conquête de l'Ouest? Où est-ce que jusqu'on peut aller une fois qu'on est allé là, qu'on est allé là, qu'on est allé là? Il reste la mort en fait. Et c'est ça qui passionne depuis 10-15 ans ces transhumanistes et ces personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. C'est de repousser les limites d'un corps, d'un monde, d'un système pour le pousser jusqu'à sa dernière limite qui est ça, qui est la mort de l'être humain. Comment? Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est pour ça que je parle d'hypercapitalisme et d'un monde, d'un système qui arrive à son apogée. Comment accepter que quelqu'un qui a tout à sa disposition, tous les capitaux, tout le capital symbolique, tout ce que meurt comme la plèbe, comme les gens qui sont en dessous, en bas, qu'on n'arrive même plus à distinguer tellement c'est des petites figures. C'est pas possible. Et là, voilà, c'est ça qui se joue, c'est d'arriver jusque-là. Et là, je relie aussi avec d'autres aspects du monde contemporain dans lequel on arrive, c'est que c'est aussi lié à la grande bascule écologique, à la grande bascule économique que l'on vit. C'est que ce sont ces mêmes personnes qui ont construit des bunkers un peu partout sous la Terre pour, quand la grande catastrophe va arriver, selon eux, pour pouvoir se réfugier et échapper aussi au commun des mortels. Donc tout ça, c'est des fronts comme ça qui se rejoignent. Et donc ces personnages-là qui sont, là je viens de montrer un aspect absolument détestable, je pense qu'on peut le dire, en tout cas extrême, ils sont aussi par ailleurs des personnages assez fascinants, assez romanesques, et je voulais, comme c'est des choses toutes neuves, essayer de voir en littérature, dans un roman, ce que ça pouvait donner comme figure romanesque. D'où mon personnage de Parker Eyes qui est empreint de cette idéologie du transhumanisme et qui représente tout ce que je viens de montrer là. Alors justement, ce personnage, Parker Eyes, donc, il est sans désir, sinon celui de ne pas mourir, et tu le fais entrer dans la lignée de personnages qui se sont rêvés immortels dans un panthéon d'apprentis sorciers. Donc il y a par exemple cet empereur chinois, Dia Jing, qui voulait être le premier homme à ne pas mourir.
Il y a le pape Innocent VIII. Et est-ce que tu as pensé peut-être aussi à ce roman de Simone de Beauvoir qui s'appelle « Tous les hommes sont mortels », avec ce personnage qui est né au XIIIe siècle, qui est devenu immortel et qui traverse l'histoire aujourd'hui. Donc il serait presque l'analogone de notre colloque, du XIVe à aujourd'hui. Est-ce que être immortel, c'est être sans désir? Et c'est peut-être aussi ce qui... Et il est sans désir aussi, ce Parker, parce qu'il a tout, il a tout dans les mains. Oui. Ça vient de, je crois que c'est vraiment conjoint dans son cas, c'est la volonté de tuer la mort vient de l'absence de désir. En fait, il n'a pas connu le désir, donc il ne peut pas connaître ce que c'est que l'absence, et du coup, le corps, en tant que vide et plein, en tant que constante opposition, ça ne l'intéresse pas. Enfin, il le rejette, il veut le dépasser parce que s'il ne connaît pas la joie, il ne veut pas connaître la finitude non plus, ce qui va quand même, qui est imbriqué. Et ça, c'est intéressant aussi pour rejoindre un peu aussi la voie historique que vous essayez de tracer. C'est que c'est le premier rêve, enfin c'est ce qui définit peut-être l'humanité, non, ce souhait de ne pas mourir. Enfin, c'est vraiment peut-être essentiel et voilà, depuis Gilgamesh jusqu'à maintenant, ça traverse, je crois, toute la littérature. Et ce qui est intéressant dans les transhumanistes, c'est à la fois éternel et en même temps très neuf d'une certaine manière, c'est qu'ils ont des moyens à disposition, je crois, uniques dans l'histoire. C'est-à-dire que quand ils parlent d'immortalité, oui, ils délirent, et non, ils ne délirent pas complètement. Parce que voilà, j'ai pas besoin de vous citer tout ce qu'il est possible de faire maintenant en médecine, en chirurgie, en puces, etc. Mais des choses de toute façon tout à fait neuves. Donc Ray Kurzweil, donc pour n'en nommer qu'un, qui est devenu la tête pensante, un des chefs de Google X, est à la fois une personne assez sérieuse qui travaille, qui est un docteur qui a vraiment travaillé sur ces machines et en même temps qui prend 350 pilules par jour et qui veut vraiment télécharger son cerveau sur un disque dur quand son corps partira pour pouvoir le recharger sur un autre corps. Donc voilà, on est dans une phase, là, dans une sorte de terrain mouvant entre délire absolu et raison scientifique qui, moi, m'intéresse dans la littérature parce que voilà, on est dans l'idée du Frankenstein, dans l'idée de plein de figures comme ça, mythiques. Et il y a Faust aussi qui apparaît sans qu'il soit nommé, mais que, voilà, enfin ça je m'en suis rendu compte après parce qu'on est forcément tous imbibés de choses comme ça, mais quand Alvaro, donc le Mexicain, qui traverse tout ce pays, qui arrive dans la Silicon Valley, et qui va faire ce pacte avec Parker Eyes, en gros lui donner son corps contre de l'argent et pour que lui fasse des expérimentations. Bon, on n'est pas très loin de ça non plus, de Faust non plus. Donc c'est à la fois une sorte d'histoire universelle, mais en même temps très localisée dans le temps. Oui. Et alors justement, pour se pencher un tout petit peu plus sur ce personnage et sur le rapport du réel et de la fiction et de ce que la littérature peut nous dire de ce monde qui est en train de se construire, on va peut-être s'arrêter un tout petit peu sur ce personnage de Parker Eyes, qui est donc un personnage fictionnel, mais qui a largement été inspiré, je crois, par Peter Thiel. En deux mots, rappelons, il a été étudiant à Stanford, il a fait partie... de toutes ces pépinières d'Internet, il a financé Facebook, il a été parmi les fondateurs de PayPal. Là, je parle du véritable Peter Thiel. Dans le roman, Parker Eyes, lui, a fondé Cashflow, et qu'il a revendu. Et avec les millions amassés, il va financer ses recherches contre le vieillissement, la construction de ce cube, et par ailleurs, une île au large de San Francisco, hors de toutes les lois, hors de toutes les limites éthiques, une île dans laquelle il pourra donc faire absolument tout ce qu'il veut sur le corps de l'homme, qui devient un matériau à son service. Donc pourquoi le choix de Thiel pour créer Eyes ? Et pourquoi, alors que tu parles par ailleurs de Zuckerberg, de Sergey Brin, etc., de Elon Musk, pourquoi le choix de ne pas avoir pris l'homme réel et d'en avoir fait un personnage fictionnel ? Que t'apporte la fiction ? Ouais, j'y ai pensé à un moment donné, je voulais l'appeler Peter Thiel, jusqu'au moment où il est devenu tellement éloigné du personnage, de la personne originale que je lui donnais un nom de fiction. Mais j'aime bien, effectivement, il y a beaucoup de personnages, il y en a certains qui sont dans leur rôle, qui ont leur vrai nom, et il y en a certains qui sont complètement de l'ordre de la fiction, comme Adèle par exemple.
Et il y en a certains qui sont hybrides en fait. Et donc tout ça participe, cette palette de personnages et de curseurs entre réalité et fiction permet peut-être, si ça fonctionne, d'avoir un territoire, de créer un territoire pas neuf, mais en tout cas qui soit propre à moi. Et donc du coup, effectivement, j'aime bien jouer sur ces... Non pas pour troubler ou pour dire où est-ce qu'on est, dans quel univers on est, si on est dans la fiction. C'est plutôt, a priori, je pense qu'on comprend les codes et qu'on comprend qu'on est dans ce qui est le réel, mon réel à moi, ou disons un troisième, je pense que c'est ça, un troisième espace qui serait entre les deux. Et du coup, ça me permet de tordre certaines choses, d'appuyer sur certains trucs, toujours en étant, enfin dans ce livre-là en tout cas, me dire, c'est pas un délire, c'est pas un roman d'anticipation, c'est pas un roman de science-fiction, ça parle du présent. Ça parle du présent très présent qui paraît futur parce qu'il est tellement présent, mais tout ce dont je parle existe. La grande idée de Parker sur Alvaro, qui va être cette idée de travailler sur les cellules souches et de les reprogrammer en cellules, qui est un truc incroyable, prendre une cellule de la peau, la reprogrammer en cellule mère et la reprogrammer en cellule hépatique, cardiaque, ça existe, on peut le faire. Depuis un professeur japonais, Yamanaka, qui a pu expérimenter ça sur des souris et ensuite sur des hommes. Donc, ça paraît incroyable, mais c'est réel. Donc tout ça crée une sorte de flottement, propre peut-être à mimer le tremblement métaphysique que l'on vit en fait. Ça. Ensuite, il y a un personnage qui aussi est inspiré qui s'appelle Lynn et qui est aussi inspiré de quelqu'un qui existe. Et puis il y a la troisième possibilité qui est peut-être celle qui m'intéresse le plus, qui est vraiment le personnage fictionnel dont tu parlais, Werner, qui est peut-être la pièce manquante, qui est celui qui aurait dû exister pour expliquer des choses, qui est, donc lui pour l'histoire du XXe siècle, qui est en fait le chaînon manquant entre différents univers et qui fait qu'ils tiennent tous debout. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà, c'est celui qui fait s'articuler le monde de l'avant-guerre, le monde de l'après-guerre, le monde d'Internet avec le monde du 21e, enfin, etc. Il est à la jointure. Et c'est celui qui me permet de faire tenir tout ça. Donc ça, c'est encore une troisième possibilité. Donc voilà, d'avoir les différentes palettes, et puis de faire parler, quand Zuckerberg parle, il s'appelle Zuckerberg. Voilà, de jouer avec tout ça pour créer un espace qui soit propre. Et je me suis demandé si dans le choix de Thiel comme personnage, enfin comme personne réelle, inspirant Parker Eyes, il n'y avait pas aussi le fait qu'il avait suivi le séminaire de René Girard, et c'est vrai, à Stanford, fasciné donc par la théorie du mimétisme, par ses réflexions sur la place de la violence dans l'histoire. Or, c'est un grand thème aussi de ton roman, cette place de la violence. Alors, la violence étatique, armée, donc au Mexique, cette violence très différente qui s'exerce sur les corps dans le transhumanisme, qui est plus soft en apparence, mais qui est quand même assez terrible. Donc, est-ce qu'il y avait cette question de René Girard au milieu très importante ou... Oui. Parce que tu le cites, tu dis qu'il sort de son séminaire, qu'il lit ses livres. Oui. Il me permet, en fait, il assiste effectivement au séminaire de Girard et ça me permet d'articuler, en fait, ce qui va se passer entre lui et Alvaro, parce qu'il se retrouve face aux mêmes problématiques de sauvagerie, de violence, de mimétisme, et il y a du désir, il y a du rejet. Enfin, ça me permettait, comme ça, de manière, en passant, hein, c'est une page ou deux, mais effectivement, d'articuler ces différents thèmes. Et en fait, comme souvent dans le livre, qui est construit un peu comme, disons, comme un réseau aussi, et donc où différentes strates chronologiques, géographiques communiquent, eh bien, ce passage par Girard me permet d'articuler la rencontre avec le Mexicain et ensuite on file ailleurs, etc. L'idée, c'était de créer une toile romanesque qui soit suffisamment malléable et flexible pour passer de manière fluide entre différents lieux, personnages. Et voilà, parfois, c'est comme dans la réalité, une voix, un dialogue, une voix entendue, une couleur nous ramène à autre chose. Pas seulement dans la mémoire, parce qu'on fait souvent ça dans les romans quand c'est de l'ordre de la mémoire, qui bien sûr est cet outil-là mouvant, mais là dans l'ordre de l'action, du présent. Donc quand deux personnes parlent, une troisième voix qui vient d'ailleurs peut les emmener soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans un autre lieu. Donc oui, il est là pour ça. Et je pense depuis tout à l'heure, je vais le dire, quand je vois humanisme, anti-humanisme, pour relier au transhumanisme, c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est que transhumanisme
le transhumanisme se présente comme tous les anti-humanismes, si je pars du principe qu'il l'est, comme un humanisme. Non, toutes les contres, tous les anti, toutes les réactions comme de cet ordre-là se présentent toujours comme des humanismes, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, au bout d'un moment, on se rend compte que ça ne l'est pas. Et donc le transhumanisme, évidemment, se présente comme un accroissement des forces, comme une avancée, comme aller plus fort, aller plus haut. Bon, déjà, ça commence mal quand on dit ça, normalement. Et très vite, dans le cours du roman, et moi dans le cours de mes recherches et dans le cours de l'évolution des personnages, on se rend compte que ce transhumanisme, en fait, est un rétrécissement terrible, en fait, est un individualisme exacerbé, et je l'ai dit, et c'est plus du libéralisme, c'est plus l'ultralibéralisme, c'est du libertarianisme, c'est-à-dire vraiment la liberté de l'un contre la liberté de l'autre, est un accroissement de force comme ça, de passion triste, j'allais dire, jusqu'à, tu en parlais, les îles finales, donc en 2 mots, ces îles des transhumanistes dont ils rêvent et qui vont se réaliser là, qui sont en train de se faire. C'est des îles dans lesquelles on pourrait enfin se détacher de la tutelle étatique, de toutes les choses qui nous enchaînent selon eux, qui empêchent l'homme de devenir ce qu'il pourrait devenir. Donc des lieux comme ça, hors État, hors frontières, où on pourrait se livrer à toutes les expérimentations possibles sans limite. Alors ça pourrait avoir des aspects positifs, évidemment, ça n'en a aucun. Et dans le livre, le livre s'achève sur une de ces îles qui était imaginée, qui était fictive à ce moment-là. Mais cette fiction va bien sûr avoir lieu et ça va être des lieux dans lesquels les GAFA auront leur succursale et pourront mener à bien leurs expérimentations sur des poignées d'hommes qui seront, si possible, poussés jusqu'à être des cyborgs, des surhommes. Alors justement, sur cette question de l'anticipation, puisque tu en parlais un tout petit peu là, en disant ça n'existait pas au moment où j'écrivais et maintenant ça existe, ce qui est frappant dans ton texte, c'est que ce n'est pas une dystopie, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une fiction de la science. Il y a quelque chose aussi qui me fait penser à Rodrigo Fressan, qui habite, je crois, dans la même ville que toi, à Barcelone, parlant de son roman Le fond du ciel comme de science non-fiction. Et est-ce que tu dirais avoir écrit de manière réaliste sur un sujet qui est pourtant porteur de tous les fantasmes? Tu parlais tout à l'heure de Frankenstein, de Faust, etc. Donc un récit, un sujet qui est porteur de tous les fantasmes, qui est propice, disons, aux dystopies et à la science-fiction. Toi, tu écris sur un mode réaliste. Juste pour compléter, il y a un narratologue qui s'appelle Fredric Jameson qui dit que la science-fiction aujourd'hui, c'est presque l'équivalent du réalisme au XIXe siècle. Est-ce que tu te situes un peu là-dedans? Oui, mais en fait, chaque roman, chaque projet doit créer sa propre éthique et sa propre manière de percevoir l'écriture. Et sur ce sujet-là, sur ce projet-là, je pouvais pas, enfin si j'aurais pu, mais ça n'avait aucun sens d'écrire un roman de science-fiction. Puisque par définition, le réel semble déjà de l'anticipation de la science-fiction. Donc il fallait être très proche de ce qui se passe. Ça allait de toute façon créer une espèce d'impression de flottement par rapport au réel, parce que ça semble ne pas appartenir au réel, alors que ça l'est. C'est tellement déjà en avance sur ce qu'on imagine que déjà cet équilibre est déjà rompu. Et donc du coup, et puis ça c'est une première chose littéraire, mais aussi de manière politique, c'est-à-dire que je crois qu'on crève, enfin on étouffe de dystopies effrayantes à ce sujet. C'est-à-dire voilà, ce monde noir, entièrement numérique, big data, etc., qui nous oppresse. On le vit déjà, ok, très bien, mais comment dire, de l'imaginer comme ça sans cesse. Les robots, par exemple, les robots sont toujours envisagés sur le mode de domination du robot sur l'homme, la propre créature qui se renverse. C'est toujours ce mode-là. Politiquement, c'est pas très intéressant parce que ça empêche de voir quel est le vrai enjeu, qui est de comment on va s'emparer, qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle force qu'on crée. On pourrait tout à fait la contrôler, mais le fait de toujours imaginer cette espèce d'invasion de notre propre créature, parfois nous empêche de voir quelles sont. Donc c'était aussi politique de dire voilà, si on décrit ce qui se joue,
peut-être qu'on, j'ai pas du tout la prétention de ça, mais peut-être que moi, en tout cas, je pourrais mieux comprendre quels sont les enjeux et peut-être mieux agir. Vous voyez par exemple le hacker, la figure du hacker aussi, toujours un mec à capuche comme ça qui est hyper tatoué et qui est une force noire, mais pas du tout, c'est absurde. Ça c'est aussi une idée anti-révolutionnaire, j'allais dire, c'est une idée du système de faire croire ça et de dire que c'est une toute petite c'est une partie du spectre. Mais moi j'avais envie de montrer les biohackers, j'avais envie de montrer des gens qui fomentent des révolutions et j'avais envie de montrer aussi un autre aspect, c'est aussi une intention. Le biohacker, pour en finir, voilà, quelqu'un qui expérimente sur son corps à lui les nouvelles technologies, pas du tout comme Parker sur une autre personne, qui essaye, lui, dans son idée d'accroître ses propres puissances, mais sa propre vision à lui, sans l'imposer, sans cette question totalitaire. Ah ben ça, c'est intéressant, mais on ne la voit pas dans la fiction. Alors moi, par exemple, j'adore Black Mirror, je trouve que c'est une série très intéressante, mais c'est toujours la dystopie noire qui... Et ça, c'est très propre à nos, je sais pas, 5-10 dernières années, où on envisage le problème que de manière négative. Internet nous contraint, Internet nous domine. Internet est un objet, on décide ce qu'on en fait, et si on décide collectivement que ça va nous contrôler, ben c'est ce qu'on est en train de faire. Ok, allons-y, mais ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de fatalité de la machine qui se retourne contre l'homme. On est parti du rhizome, je voudrais revenir au rhizome parce que tu écris aussi, c'est dans ces pages qui sont un véritable art du roman, je crois, pages 184-185 pour ceux qui voudraient s'y reporter, mais que l'art doit donc adopter cette forme du rhizome, non pas pour imiter la réalité, mais pour l'anticiper. Et ça m'a fait penser à ce que tu as écrit dans un article à propos, donc dans Le Monde des Livres en juin 2018, à propos de la nouvelle traduction de 1984 chez Gallimard par José Camoun, qui a complètement transformé le texte en faisant passer un texte du passé en anglais au présent, en montrant qu'en anglais, il n'avait pas la forme compassée qu'a le passé simple en français. Bon. Et donc tu parles de ce texte d'Orwell et tu écris qu'il a créé un patron historique qui explicite à rebours notre présent, qu'on peut y lire Snowden, Trump, etc. C'est-à-dire que c'est un texte qui reste à jamais un phare inversé, c'est-à-dire qu'il est notre horizon, justement parce qu'il est écrit au présent sans allégorie. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu as voulu faire, c'est-à-dire créer comme 1984 bon, évidemment, avec toutes les nuances, hein, je ne vais pas te faire dire que tu as voulu être Orwell, mais c'est-à-dire pas un lieu lointain, mais quelque chose qui est là, quelque chose qu'on habite, et que la littérature permet de montrer comme c'est-à-dire, et du coup, anticiper une forme de projection d'avenir, de perspective. Ouais. Alors, je ne sais pas du tout, je sais pas si j'ai voulu faire ça. En tout cas, c'est vrai que pour Orwell, c'est très marquant. Et pour Kafka d'une autre manière aussi, c'est comment, par des procédés très différents, ils arrivent à se situer dans un ici présent constant et dans un au-delà, toujours sur... alors pour Kafka, on comprend pas, mais disons que c'est plutôt sous la forme, je sais pas, pas de l'allégorie, mais c'est un monde flottant qui peut s'adapter, qui est malléable et qu'on peut peut-être lire ici ou là. C'est un diamant avec des facettes qui permettent... voilà, des lectures prismatiques comme ça. Voilà, ok. Mais Orwell, ce qui est fascinant, c'est que le livre, si on le lit, on voit une description très claire du régime communiste, on peut lire des pages très claires sur le capitalisme, on peut lire enfin, il y a tellement c'est très précis, c'est un monde très précis, mais qui en même temps s'adapte, d'une malléabilité incroyable, s'adapte à toute l'analyse bien sûr, je ne vais pas vous le refaire, mais de la vidéo, des caméras surveillance, etc. C'est incroyable. Donc c'est encore différent, c'est-à-dire qu'il se situe à plein de niveaux précis et en même temps il est partout. Donc ça, c'est d'un côté. Moi, je ne sais pas du tout ce que je voulais faire parce que c'était tout neuf et je voulais essayer, en tout cas, d'être dans le présent. Donc c'est localisé, c'est 2014, 2015, 2016. Ça m'intéressait comme matière romanesque, en me disant toujours, ok, les romanciers, a priori, veulent de la distance, veulent un lieu qu'ils peuvent maîtriser. Dans l'histoire, c'est assez pratique parce qu'on voit et on sait comment. Et je me suis dit, si on se fout dans le présent comme ça, je n'y comprends pas
plus que n'importe qui d'autre. Je vis dedans, donc je suis comme un poisson dans l'eau. Donc c'est difficile, c'est pour ça que c'est difficile de mettre ça en scène et d'essayer de voir quels sont les enjeux. Donc j'essaye quand même. Donc là, par contre, je prends un parti complètement différent d'autres, c'est-à-dire que c'est le risque d'être daté ou d'être enfermé dans un présent, mais de ce présent peut-être forcer un peu les murs et à l'intérieur de ça le réinventer, quoi. Donc ce serait ça, disons, le double curseur, ce serait, on est dans le présent, on est dans des lieux réels, et en même temps on n'est pas dans un roman réaliste non plus, on est dans une réinvention de ce réel-là. Donc après avoir, en fait c'est un peu un parcours, après avoir écrit 2 romans qui étaient vraiment des fictions, fiction, sans aucun lien avec quelque chose du réel. Mon 3e roman, c'était une sorte de mélange entre les deux. C'était un livre sur Basquiat, comme tu l'as dit, et donc sur un temps précis, des personnages précis, dans lesquels j'essayais de réinventer cette chose-là. Donc à partir de ce roman-là, et de l'œuvre de Basquiat, qui a beaucoup compté pour moi, j'ai essayé de mêler documents et fiction, de mêler réel et imagination, et d'arriver à créer cet espace dans lequel je peux mettre en jeu ce qui me semble être en jeu, je peux mettre en jeu mes obsessions évidemment, et puis en fait ce que je considère comme les personnages, c'est-à-dire des énergies, des puissances, des corps qui se choquent comme ça, et puis voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est des tâtonnements. En fait, chaque écrivain essaye de voir à quel moment, où est-ce qu'il peut à un moment donné quand même fixer son délire, on pourrait dire peut-être, fixer son imagination. Donc il faut quand même que ça s'accroche quelque part. Si ça flotte complètement, c'est intéressant, mais parfois ça flotte trop. Donc c'est un équilibre entre l'accroche et la flottaison. Je sais pas. Et voilà, donc il faut cette petite-là, et moi j'ai trouvé par cette porte-là cette accroche, et ensuite je tourne, hein. Ensuite je ne suis pas du tout dans un roman réaliste. Ah non, pas du tout. Et tu revisites aussi pas mal de mythes. Tu as parlé tout à l'heure de Faust et de Frankenstein, mais on ne peut pas s'empêcher de voir dans le personnage de Parker Hayes le fait qu'il va finir avec un œil augmenté, il travaille sur le foie. Il y a aussi presque, enfin, je ne sais pas pourquoi je dis presque, il y a la relecture de mythes véritablement, et qui sont transposés dans le monde Internet, dans le monde transhumaniste, etc. Il y avait cette relecture. Pour toi, la littérature, c'est ça aussi, c'est montrer ce lien transhistorique. C'est toi, transséculaire? Ouais, ils se font même de manière naturelle. J'ai pas pensé à tout ça. Ce que tu dis est très juste, mais ça s'est fait de manière naturelle, puisque c'est ça. Si on est à fond dans le présent, on est partout en même temps, en fait aussi. C'est toujours, c'est la nouvelle de Borges, l'Aleph, quoi. C'est en plongeant dans l'instant des instants, et bien en fait tout se reflète. Donc c'est normal qu'il y ait des échos de, je sais pas, la couverture c'est peut-être Bonnie and Clyde, qu'il y ait des échos de ces mythes-là, qu'il y ait des échos du cinéma, qu'il y ait des échos de plein de choses, puisque par définition ça flotte partout, c'est constant. Donc j'ai pas pensé à ça, mais ça s'est articulé de manière un peu naturelle. Si, ce à quoi j'ai pensé, c'est ce qui m'importe, c'est que les différents arts communiquent et qu'ils soient présents toujours à l'intérieur de la littérature, mais que la musique soit présente, que le cinéma soit présent, que tout ça soit mobilisé. Je crois que la littérature n'est pas à part, n'est pas isolée, elle est toujours en communication constante avec le réel, on l'a dit, mais avec les autres arts aussi, pour décoder. Non pas pour imiter, non pas pour... On entendait souvent ça, voilà, le roman cinéma, roman série, etc., comme si c'était une opposition, ou si l'un était devant l'autre, je sais pas quoi. Non, je vis dans un monde dans lequel je peux pas écrire sans penser sans me confronter ou m'allier à l'image, ce serait absurde. Et là, par exemple, voilà, il y a de Lillo qui est passé par là, et on peut pas faire comme si voilà, ça n'existait pas, ce serait bête. Donc voilà, donc comme c'est un roman sur ce début du XXIe siècle, et il essaye aussi d'intégrer ou de travailler avec tout ça. Donc là, oui, ça c'est plus conscient.